Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Amélie Boivin-Enfield, animatrice littéraire. J'anime entre autres une émission qui s'appelle Samedi de lire. Et ce soir, j'ai le grand bonheur, je peux dire ami, hein, Ben oui. d'interviewer un ami à moi que je connais depuis plusieurs années, Martin Michaud. Bonjour Martin, Hey, comment ça va? Comment ça va bien, toi? Très, très bien. Très contente de te retrouver. Plaisir Très contente partagé. de retrouver Victor Lessard. Oui, Oui, Victor Lessard et Jacinthe Taillon. exactement. Ouais. Et Martin, on dit de toi que tu es vraiment le maître du trailer québécois. Les gens qui ne te connaissaient pas, qui ne te lisaient pas, t'ont découvert justement avec la série Victor Lessard qui a été diffusée sur le Club Illico. On a atteint 6 millions de visionnements. Ouais, 6 ou 8, là, je me souviens. Ah oui, pour Ouais, vrai? ouais. Les chiffres officiels sont nébuleux, là, mais peu importe. En tout cas, il y a eu quand même quelques visionnements, disons-le comme ça. 3 séries. 3 saisons, oui. Oui, 3 saisons. ouais. 30 épisodes au total. Que tu as co-scénarisé. En fait, j'en ai scénarisé à peu près une vingtaine d'épisodes sur les 30. Ben, même. les co-scénariser les autres, là, mais oui, c'est ça. Donc, grosse job. C'est très prenant. Est-ce que tu as aimé ça, faire de la scénarisation? J'ai adoré ça. Oui, j'ai adoré ça. Même, je dirais que présentement, je suis en train de travailler sur une autre série qui n'est pas Victor Lessard. Est-ce que ça va être du policier ou ça va être dans un autre genre complètement différent? Je vais essayer de vous regarder. Hein. C'est comme c'est tough parce que là, vous êtes toutes dispersées. Oui, c'est ça. Hein? Puis on a tendance à regarder la personne à qui on parle. Oui, c'est du policier, mais c'est différent. Je dirais peut-être un peu plus, plus un drame psychologique. Mais ça donne que le personnage principal, c'est une policière. Donc, ouais. En fait, c'est à la fois une série policière, un drame psychologique. C'est aussi, quelque part, il y a en tout cas, Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire avec l'auteur Catherine McKenzie? non, ça, c'est un projet de film. Ah, OK. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est. En fait, j'avais commencé à travailler il y a quelques années avec Catherine à partir d'un synopsis que j'ai écrit il y a 20 ans. Wow. Puis un truc que j'avais écrit en anglais. Et Catherine, sa langue première, c'est l'anglais. Puis à un moment donné, elle m'appelle, elle dit Hey, écoute, je suis à Los Angeles, je suis en train de parler avec un producteur. Puis j'y ai parlé de notre affaire, là, tu sais, notre projet. Fait que là, il faudrait qu'on écrive un synopsis. OK. Fait que je suis en train de finir d'écrire jusqu'au dernier cri. J'avais plus ou moins le temps, mais tu sais, c'est le genre d'opportunité que. Saisie. Oui, c'est ça. Fait que là, on est en fait, on est en train de. En fait, on attend les commentaires de ces producteurs-là qui ont déjà plusieurs grosses productions à leur actif. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'essaye de ne pas me faire d'attente. Je me dis que ça ne donnera probablement rien, mais écoute, c'est comme une bouteille à la mer quelque part. Catherine, que tu as rencontrée chez ton ancien éditeur chez Goélette, parce Oui. qu'elle aussi publiait là à l'époque. Exactement. Puis on s'est croisés sur des salons du livre comme ça. On est devenus amis. Et Catherine, c'est ça. Elle m'a présenté son agente à un moment donné. Alors, j'ai une agente littéraire à New York. Évidemment, si Catherine ne me l'avait pas présentée, moi, Martin Michaud, j'essaie d'appeler à New York pour avoir une agente. Mais bon, donc, on a beaucoup de liens ensemble. Oui, bien, on est très complémentaires. Donc, ça fait en sorte que, c'est ça, on travaille sur un projet comme ça, vraiment de façon délocalisée. Là. Catherine, écoute, elle est toujours. Je ne suis jamais capable de savoir être à quel endroit. Elle se promène un peu partout dans le monde. Moi, je suis toujours chez nous dans le bois. Mais non, c'est ça, c'est un film d'action, en fait, curieusement. Puis c'est ça, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous dire. Là, on a déposé là, une version, je pense que ça doit faire 2-3 semaines. Là, fait qu'on attend des commentaires. Mais on se croise les doigts, ça serait le fun de voir un film scénarisé par Martin Michaud. Pourquoi pas? Tu sais, à la sauce Hollywood. En tout cas.
À suivre. À suivre. Et Martin, tu parlais de New York, Catherine qui t'a aidé à trouver un agent Oui. littéraire. Tes œuvres de Victor Lessard et même tes autres romans sont traduits justement en anglais, alors disponibles au Oui. Canada anglais, aux États-Unis, Oui. en Allemagne, puis également en Europe. Oui, en fait, c'est ça. Il y a, bon, tout le marché francophone hors Québec, c'est une maison d'édition qui s'appelle Kennes qui donc publie mes romans. Il y a Dundurn au Canada anglais qui est une maison d'édition de Toronto, mais qui publie partout, dans le fond, dans le marché anglophone, aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Et c'est ça, j'ai un éditeur également en Allemagne qui s'appelle, mon Dieu, j'ai de la misère à prononcer le nom. Mais c'est pas très grave, mais tu parlais de Catherine tantôt qui voyage partout. Quand la pandémie se terminera, peut-être que tu retourneras rencontrer tes lecteurs en Europe ou aux États-Unis? Écoute, je suis allé plusieurs fois à la Foire du livre de Bruxelles, donc ça, j'ai coché cette case-là. Au moment où la pandémie a commencé, je devais aller justement à New York pour un événement qui a été annulé. Même chose en Allemagne. Donc, écoute, si quelqu'un peut t'entendre, puis qu'on n'ait pas de 5e vague, qu'il n'y ait pas ce nouveau variant, ou en tout cas qu'il soit moins grave que ce qu'on anticipe, ça serait génial. J'aimerais ça. Je te le souhaite. Ouais. Et Martin, tu es là aujourd'hui pour justement nous parler de ton 10e roman, Oui. Jusqu'au dernier cri. 10 romans, il faut le faire, hein? Ben, Avec quand même. toute la scénarisation justement que tu as dû faire, qui t'a demandé beaucoup de temps. Si tu m'avais d'arriver. dit ça, il y a, tu vois, j'ai publié mon premier roman en 2010. Tu m'avais dit, hey, 2021, tu vas avoir publié 10 romans, 3 saisons de séries télé. Je serais parti à rire. Parce que mon rêve initialement, c'était de publier un roman. Alors, hey, oui, 10. Et au départ, ce qu'il faut dire aux gens, peut-être que la plupart d'entre vous, vous le savez, mais au départ, tu n'écrivais pas du polar, là. Non, en Tu fait. écrivais du très littéraire. Oui. J'écrivais de la grande littérature. Là. Je pensais que j'allais révolutionner le. Non, mais je fais des blagues, mais oui, c'est vrai, j'ai écrit un premier roman sur une période de 8 ans. Pour me rendre compte que c'était franchement un mauvais roman. et c'est ça, j'ai donc écrit deux romans qui ont été refusés par toutes les maisons d'édition de l'univers. Tu connais cette phrase-là, hein? C'est pas la première fois que je te le dis. Non, c'est pas la première fois. Mais en même temps, tu ne serais pas l'auteur que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas eu les refus que tu as reçus. Je pense que tu as raison. Il y a quelque part un apprentissage dans... Bien, j'allais dire dans l'échec. C'est pas vraiment... Je ne considère pas ça comme un échec. Je considère vraiment ça comme un apprentissage. Parce que, bon, écrire... Moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Je n'ai pas appris ça à l'université. Donc, j'ai appris mon métier un peu comme ça, en écrivant. Des romans un peu avec une méthode essai-erreur. Puis quand j'ai commencé à écrire mon 3e roman, Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, là, c'est là où il y a comme eu un déclic. Et ça donne que ce roman-là, c'était un roman policier. Donc, mais tu as écrit le roman que tu aurais aimé lire parce que tu étais un grand fan, justement, de polar. Tu as raison, encore une fois. Effectivement, moi, j'ai toujours oscillé entre ce qu'on appelle la littérature et la littérature de genre. Donc, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup lu de polars, de romans d'espionnage aussi. Beaucoup lu des auteurs comme Michael Connelly, Henning Mankell, Jean-Christophe Granger en France. Là, j'étais tantôt à la réception. La dame qui me donnait mon accréditation me parlait de Jean-Christophe Granger. Alors oui, c'est sûr que quelque part, c'était naturel pour moi là, de vouloir écrire un roman policier parce que c'est ça. Comme auteur, tu essaies de, quelque part, reproduire pour ton lecteur le même plaisir que toi t'éprouves à lire. Puis dans le fond, le roman policier, d'abord et avant tout, ce qu'on trouve intéressant, c'est ma fille. Salut! C'est le mystère. Donc, si tu enlèves tout là, dans un roman policier, ce qui demeure la pulsion de base, c'est cette espèce de plaisir-là à créer un mystère, à créer une intrigue.
et dans le fond, à créer un jeu de piste pour le lecteur qui va éventuellement le forcer à tourner les pages. Oui, donc c'est ça. Il y a eu ce roman-là a été un déclic. Puis donc, depuis ce temps-là, j'écris essentiellement dans ce genre-là, dans le thriller. Je suis dans ça, mais je suis en train d'en sortir aussi un peu. Ah oui? Ben quand même. Puis tu sais, ce roman-là, Il est pour plus moi, intime, plus touchant, plus introspectif. Es-tu d'accord avec moi? c'est exactement ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ça. Oui, ben je suis content que tu me dises ça, que c'était ça mon intention à la base. Donc, essayer justement d'utiliser, dans le fond, les personnages que j'ai créés, Victor Lesage, Jacinthe Taillon, et de leur donner un autre souffle. Puis j'avais aussi l'impression, avec la pandémie, que... tu sais, moi, je suis habitué d'écrire des romans, là, des espèces de grosses briques. Beaucoup plus minces que les autres. Mais sais-tu quoi? J'avais l'impression que la pandémie demandait un peu de retenue parce que la réalité, présentement, nous rattrape tellement. Comme les auteurs de fiction, on n'est pas capable d'imaginer quelque chose de plus grandiose dans le sens de énorme que ce qui est en train de se passer. Donc, j'avais l'impression, c'est ça, que je devais être un peu plus low-key. Puis c'était l'occasion, justement, d'être un petit peu plus, dans le fond, dans la relation d'amitié entre Jacinthe et Victor. Puis c'est ça, au fond, qui fait en sorte que c'est le 6e là, de la série. Oui. C'est ça qui fait en sorte que j'ai envie de continuer à les animer, ces deux-là, parce qu'il y a encore quelque chose qui me touche dans ce que je réussis à créer et à mettre en place comme dynamique entre eux. Et tu parles de Jacinthe et de Victor. Le roman commence, ils sont à l'hôpital. Jacinthe a rendez-vous avec un médecin. Finalement, le téléphone va sonner. Alors, on sait que Jacinthe, elle est malade, elle ne va pas bien. Ouais. On ne sait pas ce qu'elle a. Je ne sais pas si on va le savoir dans les prochains romans, mais même à la fin, on ne sait pas ce qu'elle a, Jacinthe, mais on sent à quel point ces deux-là s'aiment réellement, Ouais. qu'ils sont vraiment là l'un pour l'autre. Dans les précédents romans, on sentait vraiment que, justement, Jacinthe était là pour Victor, et dans ce cas-ci, on sent vraiment à quel point Victor tient à Jacinthe et veut être là pour elle, qu'il veut qu'elle aille consulter, il veut savoir ce qu'elle a pour qu'elle aille mieux. Elle est vraiment bonne. C'est exactement ça. Mais tu as 100% raison. Je te dirais deux choses là-dessus. Moi, j'ai perdu ma meilleure amie qui est décédée du cancer il y a quelques années. En fait, le roman lui est dédié. Et c'est sûr que ça a d'une certaine façon teinté ce roman-là parce qu'il y a eu quelque part un peu un hommage à cette amitié-là que moi, j'ai perdue, mais que Victor et Jacinthe, eux, continuent d'entretenir. Et c'est sûr que, effectivement, la courbe de ces deux personnages-là, dans le premier roman, Jacinthe n'est pas là. Dans le deuxième, elle est l'antagoniste de Victor. Ils sont vraiment les deux à couteau tiré. Dans le troisième, ils recommencent à travailler un peu ensemble, mais Jacinthe tape un peu ses nerfs de Victor. Elle lui lance toujours des cracks. Dans le quatrième, on voit que là, c'est vraiment comme un duo. C'est vraiment des partenaires qui se redécouvrent, qui réapprennent à travailler vraiment en équipe. Et bon, le cinquième, Ghetto X, c'est le roman où Victor découvre la vérité sur son passé. Et donc, oui, tu as raison, Jacinthe doit à ce moment-là vraiment être là pour empêcher Victor de basculer d'une certaine façon dans l'abîme. Et là, c'est ça. Donc, c'est un renversement de situation. C'est maintenant Victor qui doit, d'une certaine façon, prendre soin de celle qui prend soin de lui depuis plusieurs années, plusieurs romans. Ah, il y a une scène hyper touchante où ils se disent à quel point ils vont toujours être là l'un pour l'autre. Et c'est une scène hyper touchante dans le roman. Oui, ils sont à deux doigts d'y rester, en fait. Là, puis, oui, et puis quelque part, il y a, je trouve, une espèce de simplicité aussi là, dans la façon dont ils ont de dealer un avec l'autre. Puis ça, c'est beaucoup à cause de Jacinthe qui ramène souvent les choses à
à la Même base. la touche d'humour, Oui, puis la exactement. répartie qui change un peu l'atmosphère. Là. Exactement. Tu possèdes bien ton Victor Lessard, toi. Et Martin, dans le roman, au début, il y a une prise d'otage. Oui. C'est la première fois qu'on a ça dans tes romans. Oui. Alors, tu me corrigeras si c'est pas la chose, mais il me semble que tu T'as n'avais raison. jamais fait ça de prise d'otage. Non. Est-ce que ça a été complexe dans l'écriture à écrire cette prise d'otage-là? Écoute, je te dirais que oui et non. C'est-à-dire qu'au début, dans mon plan initial, je m'étais dit, je vais la faire vivre en parallèle, cette prise d'otage-là. Donc, pendant que Victor et Jacinthe vont continuer leur quête, il va y avoir cette prise d'otage-là qui va se poursuivre. Puis j'ai abandonné ce projet-là en cours d'écriture parce que je trouvais que ça enlevait le focus sur les éléments importants de Oui. l'intrigue. Donc, ça a été moins complexe que prévu. As-tu dû faire des recherches pour savoir comment ça se passe avec les policiers pour la prise d'otage, avec la personne qui va communiquer avec la personne qui a pris les gens en otage? Bien, je te dirais que je fais toujours des recherches. Puis après ça, j'essaie toujours d'oublier que j'ai fait des recherches. Parce que ce qu'on n'aime pas dans un roman, c'est que quand on est en train de lire, puis on a l'impression que l'auteur a fait des recherches, ça veut dire que c'est pas bon. Tu sais, il n'y a pas de... Alors, c'est ça, c'est toujours ça le défi, c'est de donner l'impression au lecteur que c'est plausible, en même temps que c'est sûr que dans un roman de Victor Lessard, je fais vivre à ces deux personnages-là des aventures que des vrais policiers vivent peut-être même pas dans l'ensemble de leur carrière. Ça fait partie des codes du genre. Mhm. Mais oui, c'est ça, les recherches, ben, ça fait en sorte que tu utilises en fait des éléments du réel pour venir crédibiliser les endroits où effectivement, tu mets en scène par exemple une équipe, une escouade tactique. Donc oui, je connais quand même assez bien ça maintenant, là, ce genre de truc-là. Et tantôt, tu parlais du père de Victor. Dans Ghetto X, Victor va découvrir des trucs sur son père qui va venir complètement changer sa vision qu'il a de son papa. Et lors de cette prise d'otage-là, Victor va faire une promesse au teneur d'otage en lui disant qu'il va tenter de trouver la vérité sur ce qui s'est réellement passé pour que sa fille garde un bon souvenir de son père. Et je trouvais ça hyper touchant de ramener l'histoire de Victor avec ce qui se passe dans ce roman-là. Oui, bien en fait, c'est ça. C'est que l'idée, c'était d'essayer justement de forcer Victor à se propulser dans cette enquête-là, mais à le faire non pas pour des raisons, entre guillemets, de police, mais pour des raisons vraiment humaines. C'est-à-dire que effectivement, là, il y a un homme devant lui qui lui dit, ben écoute, si tu ne m'aides pas, ma fille va penser que je suis un meurtrier. Puis c'est ça la faille de la vie de Victor. Il a grandi en pensant que son père était un meurtrier. Donc, quel enjeu autre que celui-là aurait pu propulser Victor plus violemment dans une enquête comme ça? C'est sûr que c'est le genre de choses qui allait le toucher. Puis c'est sûr que quand Victor se met en mouvement, ben Jacinthe se met en mouvement pas longtemps après aussi. Là. Elle le suit à la trace. Oui, elle ne laisse jamais aller seule parce que c'est des partners. Vraiment, à la vie, à la mort. Exact. Comme Jacinthe le dit dans le livre. Exact. Et tantôt, on parlait un peu de la pandémie qui est venue un peu teinter ton écriture. Le roman ne se passe pas en pandémie et on est après la pandémie. Ouais. Et on découvre vraiment à quel point, puis ça a été la réalité, à quel point les jeunes adultes ont été touchés par la pandémie. Et si tu me permets, j'aimerais ça lire un petit extrait. On entend beaucoup de choses depuis la pandémie à propos des jeunes et pas seulement à propos du décrochage ou de la santé mentale. Il semble qu'ils ont été mis de côté, que leurs efforts ont été oubliés. Certains vont même jusqu'à dire que le gouvernement les a sacrifiés. Les théories du complot naissent comme ça, d'une insatisfaction légitime, puis après, elles s'enracinent dans des croyances préfabriquées, habilement relayées. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Et je trouvais ça c'est le hyper frère touchant. de Victor qui Oui. dit ça. Oui. Mais à quel point, justement, nos jeunes adultes ont été extrêmement touchés. C'est presque eux qui ont eu les impacts les plus majeurs liés à la pandémie. Là. Absolument. Quand Et toi, tu as deux jeunes adultes. Là. Ben absolument. Quand tu Tes es dans la enfants. jeune vingtaine, présentement, on dit, ben écoute, il faut faire des sacrifices, il faut penser aux autres.
Mais en même temps, ta vingtaine, elle ne repassera jamais. Non, c'est ça. Ces années-là sont des années charnières, c'est des années essentielles, des années où tu apprends à devenir l'adulte que tu vas être pour le reste de ta vie. Donc oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'important, puis j'avais envie de souligner ça. En même temps, est-ce que c'est parce que tu as vu justement tes jeunes être touchés par ça, puis voir à Ben, quel point pour eux c'était difficile, puis tu t'es dit en tant qu'hyper, je peux pas passer à côté du fait que je suis témoin de ça? quand tu as des enfants qui sont à l'université, puis ils ont une année d'université de compléter, puis ils n'ont jamais eu un cours en présentiel, c'est sûr que il y a un moment où tu es conscient de ces impacts-là. Puis on en demande beaucoup aux jeunes aussi, parce que, bon, la pandémie, il y a évidemment la pandémie, il y a l'isolement que ça crée, mais il y a aussi, bon, les impacts économiques. Là, on a une bonne nouvelle au Québec ces jours-ci, le déficit est moins important que prévu. Par contre, le déficit au fédéral, ça va être autre chose. Ouais. Et ça, c'est un fardeau qui va être sur les épaules de ces jeunes générations-là Complètement. pour des années à venir. Donc, il y a aussi la crise climatique qui fait en sorte que quand tu as 20 ans aujourd'hui, tu fais partie des premières générations qui commencent à se poser des questions et à se demander si ça va avoir l'air de quoi la vie dans 20, dans 30, dans 40 ans. Donc, oui, je trouve que c'est super important. Puis j'écoutais en conduisant la voiture tout à l'heure, à la radio, il y a un docteur, je ne me souviens pas là, exactement c'était quoi son titre, mais il a publié un article dans Québec Science récemment. C'est un scientifique là, qui traite des enjeux de crise climatique. Puis il a écrit une lettre à son fils de 10 ans. Wow! Ça doit être touchant. Puis ce qu'il disait essentiellement, c'est, écoute, moi je te promets une chose, c'est que je vais continuer de porter sur mes épaules ce fardeau-là. Tu ne seras pas tout seul à le porter. Moi aussi, je vais continuer à le porter. Fait que moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin, je ne peux pas aller faire des vaccins. J'écris. Donc, je me disais, hey, c'est important d'essayer justement de mettre ma petite brique dans cet édifice-là pour essayer justement de faire prendre conscience autour de moi que c'est ça, et les jeunes, il faut s'en occuper, puis il faut que ça nous préoccupe parce que collectivement, ben c'est ce qu'on a de plus beau et de plus précieux. Ben oui, complètement. Puis tu le démontres très, très bien dans l'ouvrage à quel point ça pèse sur les deux adolescents, deux jeunes adultes qu'on va découvrir dans ton roman. Ça. Puis à quel point leur réaction va être complètement différente face à la situation. Là. Exact. Puis en même temps, ben c'est ça. On est dans un monde où j'ai parfois l'impression qu'on est en perte de repères. Puis c'est à nous, justement, des générations qui précèdent d'être là, puis de continuer justement à être des repères valables. Complètement. Et Martin, j'aimerais ça te demander comment ça a été l'écriture en temps de pandémie. Est-ce que ça a été plus dur? Ça a été tough. Ah oui? Ouais, malgré le fait que ton travail, c'est d'écrire, là, puis d'être à la maison dans la solitude. Oui. Oui, bien en fait, c'est ça. Moi, je suis confiné à longueur d'année. Volontairement à longueur d'année, effectivement. Mais je pense que ce qui a été, évidemment, c'est difficile de ne pas voir ta famille. Oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Bon, je ne suis pas quelqu'un là, qui a un énorme cercle d'amis, mais quand même, il y a quelques amis autour qui sont importants que j'ai moins vus également. Mais je pense la pandémie, ce que j'ai trouvé le plus difficile, en fait, puis j'ai choisi d'écrire ce roman-là, j'ai volontairement mis de côté un autre synopsis sur lequel j'étais censé travailler, que j'avais même envoyé à mon éditeur. Est-ce que c'était un Victor Lessard? C'était un Victor Lessard, oui, oui, tout à fait. Et c'est ça, et j'avais l'impression que c'est ça, il y avait une opportunité, puis en même temps, pas une obligation, mais presque une obligation pour moi de ne pas passer à côté de ce sujet-là. Mais ce n'était pas un sujet facile. Et c'est sûr que la pandémie, ben, ça amène, en tout cas, je ne sais pas comment vous vivez, chacun de vous, ce moment-là, mais on vit l'histoire présentement. C'est un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Et clairement,
on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. On va en parler dans 5, dans 10 ans, dans les livres d'histoire. C'est ma modeste Contribution. ouais, ma modeste contribution, mais en même temps, c'est aussi un peu ça, être un artiste, c'est être traversé par ce qui se passe autour, puis essayer justement de pointer un projecteur dans une direction ou vers un endroit où on a l'impression d'apercevoir quelque chose, idéalement vers la lumière. Une autre de tes contributions qu'on a pu avoir pendant la pandémie, au premier confinement, tu t'es dit qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'auteur, puis ben, Victor nous a raconté des histoires à chaque jour de son propre confinement, là. Oui, ça a été une belle ride. Mais c'est là que j'ai compris que, tu sais, C'est pas facile, hein? être Serge Chapelot, là, c'est pas donné à n'importe qui. Pour la petite histoire, là, c'est que j'ai écrit des espèces de petites nouvelles, là, une par jour pendant... parce qu'au début, on parlait de faire une quatorzaine. Donc, j'ai écrit 14 histoires pendant 14 jours. Là, L'idée, c'était que Jacinthe et Victor étaient en confinement ensemble. Puis je t'avoue que je me suis pris au jeu, mais il y a un moment où, après 14, j'étais content là, de ne pas avoir promis une quarantaine. Mais est-ce que ça t'a bien préparé justement à écrire la suite, la sortie de pandémie, jusqu'au dernier cri avec Victor et Jacinthe? Bien, en fait, non. Je te dirais que encore à ce moment-là, je pensais à écrire mon autre histoire. Puis c'est vraiment au tout dernier moment, quand j'ai commencé mon écriture, je me suis dit, je ne peux pas écrire ça. Puis en fait, c'est en parlant avec ma fille, là, justement, que on a, en une soirée, commencé à discuter justement des enjeux autour de la pandémie. Puis elle m'a conseillé quelques lectures là, qu'elle avait faites à l'université. Puis c'est parti de là. Très rapidement, j'ai échafaudé un autre synopsis. Puis je me suis lancé un peu dans le vide. Avec les résultats qu'on connaît. Mais l'autre Victor, Victor que tu avais commencé, est-ce que ça va être le prochain ou tu l'as complètement mis de côté? Bien là, il est encore là, il existe. Je ne le sais pas si ça va être le prochain, ça va dépendre. Là, comme je disais tantôt, je suis sur un projet de télé. Série. Est-ce que quand je vais revenir à ma table à dessin, quand je vais réécrire un nouveau roman, est-ce que ça va être un Victor Lessard de 1? Est-ce que de 2, ça va être celui-là ou là où je les ai amenés, ça va me permettre ou me forcer à aller ailleurs? Je ne sais pas. Je n'ai pas de plan de match assez précis pour répondre clairement à ta question, mais j'ai encore la volonté d'écrire d'autres romans, puis très certainement d'autres romans avec ces deux personnages-là. Parce que j'ai écouté une entrevue récemment, puis tu laissais sous-entendre qu'il pourrait peut-être ne pas avoir d'autres Victor Lessard. Bien, je veux dire, on le sait jamais. Tu sais, on pense que bon, tu te dis, je vais sans doute en écrire d'autres parce que, comme je le disais tantôt, j'ai encore ce plaisir-là, tu sais, de les faire vivre, de les faire coexister. Mais en même temps, bon, est-ce que je vais avoir le souffle pour en écrire plusieurs autres? J'en ai aucune idée. Des auteurs comme Michael Connelly ont fait leur carrière en écrivant des romans autour d'un seul personnage. Mm-hmm. Dans le cas de Connelly, c'est Harry Bosch. Là. Il y en a quelques autres, là, mais c'est principalement ça. Moi, j'ai quand même des goûts plus éclectiques. J'aime bien aller ailleurs. Donc là, c'est sûr que je me fais plaisir. La nouvelle série sur laquelle je travaille, ça me permet d'explorer autre chose. Puis ça, c'est le fun. Puis ça fait du bien aussi des fois d'aller prendre l'air du large puis de revenir à son port d'attache après. Là. Et tu parles d'aller ailleurs et tu es allé complètement ailleurs pendant la pandémie parce que tu as écrit des chansons en anglais. Oui, j'ai écrit des chansons. J'ai écrit, en fait, à date, une douzaine ou une quinzaine de chansons. Bon, là, j'ai accroché ma guitare sur un crochet parce que là, j'ai des délais de fou pour la série, mais honnêtement,
il y a quelque chose d'organique là-dedans. Fait que j'ai vraiment envie de pousser ça puis de les enregistrer. Est-ce qu'on va les entendre, ces Ben, il faut que chansons-là? je les enregistre, là, ben, à moins que tu me dises, écoute, la prochaine fois tu me reçois sur scène, je viens de faire une prestation. Ah ben là. oui, avec plaisir. Hein? Voudriez-vous entendre Martin Michaud chanter une toune? C'est clair, là. Ben merci, Martin. Puis on attend l'album de musique, le prochain roman, la prochaine série, le prochain film. Fait que tu chômeras pas. Ben non, mais en fait, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Mais merci à toi, encore une fois, de ta générosité, en tout cas de tout. T'es fin. Tout ça là, est bonne. Moi, je dis qu'on y fait un petit. Merci, Martin. Puis Puis j'invite merci à vous d'être venus nous entendre. Et j'invite les gens à se procurer ton plus récent roman jusqu'au dernier cri. Tu seras en séance de Oui. dédicace dans les prochains Je m'en instants. vais là, bientôt, dans pas longtemps. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. À la nature. J'étais un amateur de pêche et de camping et de ski, de photographie, etc. Alors, je me suis promis que si le Dieu me prêtait vie, la première chose que je ferais si je me trouverais en nature,